Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. C'est Vraie Version, votre magazine d'actualité qui parle des questions de l'heure ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par le discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York. Beaucoup d'autres questions liées à l'actualité comme le blocage à la CENI, la marche de l'opposition, mais également la loi Tchani qui a été bottée en touche va faire aussi la part belle dans cette émission. Et pour débattre de tous ces sujets, nous avons invité Monsieur Michel Kitoko, qui est leader du Club des Patriotes Congolais, politologue de formation, initiateur de la dynamique politique PESA Fongola Yamboka. Monsieur Michel Kitoko, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et je vous remercie pour votre invitation. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de toutes les questions que vous pouvez me poser, j'apporterai l'éclairage en tant que patriote, parce que je suis leader du Club des Patriotes Congolais. Je suis l'initiateur de la dynamique politique PESA Fongola Yamboka, qui est un mouvement citoyen qui consiste à dire que chaque citoyen, là où il est tel qu'il est, a donné une portion de pouvoir soit à un élu local, soit à un élu national, soit à un élu qui représente toute la nation. Ah, vous plantez déjà le décor, je vois. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le débat, dites-nous, commencez par nous expliquer, leader du club patriote congolais, un parti politique, un mouvement associatif ou bien un mouvement citoyen, comme vous venez de décrire. Et justement, c'est le club de patriotes congolais qui a fait naître cette dynamique que nous appelons PESA Fongola Yamboka aujourd'hui. Donc c'est un mouvement citoyen. La République démocratique du Congo a besoin de gens qui réfléchissent au-delà du cadre de partis politiques. Mais il n'est pas interdit à un groupe de gens de créer une association qui ne réfléchissent que sur la question politique de l'histoire du pays, de la politique du pays, et donner des avis et considérations sur certaines orientations ou certaines choses bien précises. Donc, le parti politique, bien entendu, a l'obligation de se faire enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur, ensuite de une association, et que nous pouvons opérer au niveau national, mais l'association en tant que telle ne peut pas aller dans des élections pour aller conquérir le pouvoir. Oui, monsieur Kitoko, la dénomination de votre mouvement, mouvement citoyen est un peu évocatrice. PESA Fongola Yamboka, vous demandez la clé à qui? À qui vous avez remis la clé de ce pays? Justement, la plupart des gens me posent cette question. La dynamique politique PESA Fongola Yamboka veut dire quoi? Veut dire que chaque citoyen congolais doit se rendre compte qu'il est le citoyen premier qui a donné une parcelle de pouvoir à qui il a voulu donner. C'est-à-dire que les gens qui exercent le pouvoir aujourd'hui l'exercent par la volonté des souverains primaires. Il faut que nous puissions enseigner à ces souverains primaires que le pouvoir t'appartient et qu'en tout moment, à la fin du mandat, comme mi-mandat, le souverain primaire a le droit et l'obligation de rappeler à celui-là qu'il exerce en son nom, de dire que je suis le souverain, c'est moi qui vous ai embauché, je peux vous récupérer en tout moment la clé du pouvoir que je vous ai donné. Et c'est ça l'initiative citoyenne, c'est de rappeler aux citoyens congolais que c'est lui le propriétaire du pouvoir. Quand j'attends, moi ce qui est choquant, c'est comme un éveil de conscience, hein? Justement, c'est un éveil de conscience. Voilà. Hein? On a l'impression, c'est comme si, vous avez l'impression, c'est comme si le Congolais, son esprit n'est pas encore tranquille, n'est pas encore réveillé. Le Congolais ne se reconnaît pas qu'il est, le propriétaire du pouvoir qui donne à qui pour l'exercer. Et ce qui est étonnant, c'est que le Congolais, il dit, il a le pouvoir, il est le président, il est ceci, il est cela. Très bien. Mais qui a fait qu'il soit? C'est lui. C'est lui, le souverain primaire, qui a embauché l'élu. Et l'élu est payé avec l'argent des contribuables congolais, qui est le souverain primaire. L'élu, c'est le souverain primaire, oui, c'est le souverain primaire qui cherche l'argent pour l'équiper, pour sa sécurité, pour tout ce qui est sa nourriture, pour tous ses déplacements. Oui. Donc celui-là ne peut pas devenir caïd en lieu et place des souverains primaires. Il faut que les souverains primaires comprennent que celui-là a été embauché pour un temps et qu'en tout moment, ce mandat ou ce travail-là
peut être rompu ou dire, bon voilà, fin du mandat, je ne renouvelle plus le contrat. Alors comment vous menez, éveil de conscience comment vous actionnez votre je pense votre comme nous le structure. faisons ici. Oui, comme nous parce le faisons. que j'ai l'impression que ça a commencé il y a peu, hein, on n'entend pas parler. Oui, c'est vrai que la dynamique politique est Pesa Fongola Mboka, qui beaucoup, la plupart des gens qui ne comprennent pas ce slogan, que pour moi, j'aimerais que ce soit un slogan populaire, un slogan qui appartient au peuple souverain, qui peut réclamer son pouvoir en tout moment, qui peut rappeler à celui qui exerce le pouvoir que le pouvoir ne lui appartient pas, que ça appartient au souverain primaire, et que même lorsqu'on entend parler du peuple d'abord, parce que le souverain d'abord, c'est lui, celui-là qui décide en lieu et place de quoi que ce soit. Donc toutes les révolutions de souverain primaire n'a pas, on ne peut pas empiéter sur le prérogative ou le devoir, voire même le droit de ces souverains primaires. Donc la manière comment nous sommes en train d'opérer. Nous sommes en train d'opérer, en train de conscientiser les gens. C'est-à-dire que si j'ai un groupe, par exemple, de jeunes étudiants, on les fait comprendre, et la plupart, par exemple, les jeunes politologues dans les universités, ils comprennent déjà les concepts, la philosophie de Pesa Fongola Mboka. C'est-à-dire que les souverains primaires, c'est celui-là qui a la clé. La clé, c'est quoi? Lorsqu'il vote un élu, il lui donne une parcelle de pouvoir, il lui donne une partie du pouvoir. Et cette partie de pouvoir que lui ne peut plus exercer, il doit pouvoir rappeler à cet élu, le pouvoir c'est moi qui vous ai donné, le pouvoir c'est moi qui peux vous arracher, en tout moment. À tout moment, mais Monsieur Kitoko, on a l'impression que les Congolais sont champions en slogan, en propagande, en millions de structures, mais une fois arrivé au sommet, je pense que votre objectif serait atteint et le peuple sera misérable, toujours malheureux. Hein. Mais c'est ça le problème, parce que tant qu'on ne remet pas la pendule à l'heure pour rappeler aux souverains primaires que c'est vous, c'est les souverains, les citoyens, c'est nous qui sommes détenteurs du pouvoir, et que la personne qui l'exerce doit l'exercer en conséquence, parce qu'il y a de principes fondamentaux qu'il ne faut pas déroger, qu'il doit pouvoir y tenir compte. Je donne un exemple simple. Vous avez un ouvrier à la maison, ou quelqu'un que vous avez embauché pour travailler pour votre compte. Et cette personne doit considérer qui comme patron, doit vous considérer vous comme patron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, il est le patron du Congo parce que les Congolais ont voulu qu'il soit patron du Congo. Mais les Congolais, là, est d'abord son premier patron. Parce que les Congolais, l'ensemble des citoyens congolais qui l'ont embauché, qui l'ont mis les moyens, il est l'esclave des Congolais. Il ne peut pas prétendre avoir un pouvoir qui est tombé du ciel. Ce n'est pas un pouvoir divin, c'est un pouvoir du peuple souverain. Et ce peuple souverain doit de temps à temps, sans gêne, rappeler. Et c'est comme ça que vous voyez que les grandes démocraties occidentales, ils ont beaucoup évolué. Parce qu'ils savent qu'en tout moment, on peut rompre avec le contrat du travail. Ça sont des démocraties millénaires, hein. Nous sommes une jeune démocratie. Sont démocraties, vous parlez de la France, vous parlez des États-Unis, sont des démocraties millénaires, sont des pays qui ont... Vous savez, ces démocraties millénaires, ce sont des démocraties qui ont balayé du revers de la main avec un combat acharné, l'impérialisme qui a été installé, l'absolutisme à l'époque pour ramener au souverain primaire son vrai pouvoir qu'on appelle les démocraties du peuple. Donc la même chose, le Congo par exemple, notre cher pays, sort des grandes dictatures les plus sombres que le pays n'ait jamais connues. D'abord, de l'esclavage, de la colonisation, et aussi des dictatures atroces. Parce que la toute première démocratie naissante qui a été initiée dans ce pays a été décimée, a été assassinée par la volonté des impérialistes. Nous avons lutté, et la plupart de nos compatriotes et de nos parents ont versé le sang pour que nous ayons ce pays et tel qu'il est là. Donc, les chemins faisant, nous devons comprendre que le pouvoir doit nous appartenir. Autant que l'Occident a lutté contre l'absolutisme pour récupérer le pouvoir du peuple, pour que le peuple aille réellement le pouvoir, la même chose, nous sommes battus contre l'esclavage, contre la colonisation et contre les grandes dictatures. Alors, donc, raison de plus, nous ne devons pas recevoir les leçons de l'Occident, parce que nous avons aussi notre combat ici à mener. Vous êtes panafricaniste, vous êtes dans la logique de Lumumba, de Laurent Mouzé Kabila et le reste. Justement, Patrice Emery Lumumba a mené un combat, un jeune homme de 36 ans, vous vous imaginez, a mené un combat pour nous libérer de quoi? De l'esclavage et de la colonisation. Il a atteint son objectif. Quitte à nous maintenant de parfaire cette indépendance
dont il a versé le sang pour donner l'essence, le pourquoi ils ont versé le sang pour nous donner la liberté et la liberté de la conscience et de la pensée. Alors, Monsieur Kitoko, comment, quand vous regardez l'homme congolais 61 ans après son indépendance, qu'est-ce que vous vous dites dans la pensée, dans la façon de faire, dans la manière de gouverner d'un homme d'État congolais? Ce que j'ai constaté, c'est que l'homme politique congolais a désarticulé complètement, a désorienté le peuple congolais. L'homme politique congolais n'a pas voulu que le peuple comprenne qu'il est réellement le détenteur du pouvoir. Oui. Et l'homme politique congolais voudrait qu'une fois qu'il a le pouvoir, et que ce peuple chante pour lui, que ce peuple fasse le dialogue pour lui, et que ce peuple soit complètement son ouvrier. Il renverse la donne. Au lieu que ce soit lui qui est l'ouvrier du peuple congolais, l'esclave des Congolais, maintenant il demande aux Congolais de l'applaudir en bien et en mal, pourvu qu'il soit toujours préso. Or, le vrai préso, c'est le souverain primaire qui l'a embauché. Qu'il a embauché par un contrat d'un pacte républicain de dire, vous restez au pouvoir, nous vous donnons ce pouvoir qui est le pouvoir qui appartient au peuple, et ce pouvoir, voici comment vous devez le régler, comment vous devez l'exercer. Mais si vous ne l'exercez pas comme se doit, comme ces contrats renouvelables, on peut rompre ce contrat en tout moment parce qu'il y a de séquences d'évaluation qu'on peut se faire ici et là. Voilà les règles de jeu qui est consigné dans la Constitution de notre pays. Est-ce que ce peuple qui est tout le temps instrumentalisé, manipulé, est-ce que ce peuple-là va-t-il prendre vraiment conscience du combat que vous entendez Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui élèvent les voix comme nous autres là, en âme et conscience, et dire la vérité au peuple congolais. Et j'attends un homme politique avéré venir sur le plateau, contredire ces allégations, ces assertions que je suis en train de dégager ici. Il ne faut pas oublier que je suis politologue de formation. J'en enseigne la science politique. Ça veut dire que le pouvoir, nous ne sommes pas ici dans le système de pouvoir divin. Ce n'est pas un pouvoir divin qui tombe du ciel, qui tombe par le fait qu'un pasteur ou un apôtre, ou voire même un diacre, voire même un prophète aurait vu une vision divine. Non, ça n'a rien à voir avec l'Église ici. Ici, on vous dit, le vox people, vox dei. C'est le droit du peuple d'abord. Ce que le peuple décide, c'est ce que le bon Dieu aussi a décidé. C'est ça, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Donc cette volonté, si le peuple dit aujourd'hui, je vous donne le pouvoir, il donne le pouvoir. Si le peuple décide de retirer le pouvoir, il le retire. Parce que ça lui revient, cette souveraineté. On ne peut pas dire au peuple, vous êtes le souverain primaire, sans l'expliquer l'essence, le contenu, la quintessence de ce terme souverain primaire. Très bien. Merci, Monsieur Kitoko. On va maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Vous avez parlé du pouvoir du peuple remis à un mandataire, à un dirigeant. Le président de la République, vous le savez, a prononcé son discours du haut de la tribune des Nations Unies à la 76e Assemblée générale du Conseil de sécurité. Vous avez suivi comme un Congolais averti, un politologue, avec un œil du politologue. Quelle est votre réaction avant d'entrer dans des différents thèmes qu'il a abordés? D'abord, d'une manière générale, le président de la République était un peu en difficulté. Comment? Difficulté non pas par rapport à sa personne. Difficulté par le fait qu'il devait parler de son pays et en même temps, il est le président en exercice de l'Union africaine. Vous voyez? Donc, il devait plaider pour le compte de l'Union africaine en demandant, par exemple, un siège au Conseil de sécurité concernant les pays africains. Ça, il l'a fait. Mais sachez que c'est déjà entendu parce que Maréchal Mobutu, en 1974, il avait fait la même chose. Et la plupart, n'importe quel dirigeant de l'Union africaine qui viendrait, va plaider pour le compte de l'Union africaine. Tout à fait normal et légitime. Donc vous avez l'impression que le président a beaucoup plus parlé des questions africaines. Non, non, pas beaucoup. Non. Il a rappelé, mais il a aussi parlé l'essentiel aussi des questions concernant notre pays, oui. Le Congo. Oui, bien entendu. Alors, voilà. Moi, est-ce que évoquer d'abord la question du terrorisme, ce n'est pas primordial parce que nous sommes menacés de partout par les terroristes qui nous viennent de part et d'autre pour attaquer le continent. Je sais, je suis le premier ici, le premier citoyen congolais qui a commencé à élever la voix depuis 2011. Vous voyez, 10 ans après que le Congo commence à nous rejoindre dans ce discours-là
qu'il y a des terrorismes à l'est du pays. Parce que le mécanisme, les méthodes qui ont été employées, ce sont des méthodes terroristes. Le terrorisme, c'est quoi? C'est l'emploi des terreurs à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Et ce que nous vivons là, les terroristes n'ont pas besoin de prendre le pouvoir à la capitale. C'est différent ce qui est en train de se passer à l'est du pays. C'est différent de toutes les rébellions que nous avons connues qui avaient comme vocation de venir renverser le pouvoir en place. Mais là, ça tétanise la population locale. Ça tue la population locale. Ça terrorise la population locale. Avec comme objectif de le faire déguerpir de village en village pour qu'ils puissent occuper et exploiter la richesse, c'est attendu, et alimenter leur siège principal, notamment l'Iran, l'Irak et tous les pays de Moyen-Orient et pourquoi pas même le Maghreb ici. Donc ces guerres menées dans l'Est, c'est dans le but de... Nous le savions, mais malheureusement les acteurs politiques de notre pays qui sont dans la direction du pays, ils n'ont pas écouté ces discours lorsque je rappelais à l'opinion chaque fois qu'il y a le mouvement terroriste à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est ces mouvements terroristes dont on parle de la guerre asymétrique. En effet. Okay. Là, je suis d'accord avec le président de la République sur ces chapitres. Oui. Mais maintenant, quelles sont les méthodes à employer? Les terrorismes, je vous donne un exemple. Les terrorismes, on ne négocie pas avec, on les combat. Mais parce qu'on doit combattre les terrorismes, quelles sont les méthodologies appropriées pour combattre les terrorismes? Non, mais le président appelle au soutien international. Le soutien de quoi? L'ONU, je ne connais pas un pays au monde qui dispose d'une armée régulière qui va aller se battre au front avec les terroristes. Les Nations Unies, dont on parle ici, MONUSCO, il y a les casques bleus. Oui, les casques bleus. Qui sont là-bas. Les casques bleus, la mission des casques bleus n'a pas été faite pour combattre les terroristes. C'est ça qu'il faut qu'on se le comprenne. Et non seulement ça, le président, jusque maintenant, il n'a pas encore réussi à requalifier le mandat de la MONUSCO. Il devait démontrer que le mandat de la MONUSCO, au vu de cette guerre asymétrique des terroristes qui sévit à l'est du pays, demander qu'on puisse les requalifier pour que dans les contenus de ceux qui animent la guerre, qui animent la sécurité au sein de la MONUSCO, soient des gens chevronnés contre le terrorisme, contre la guerre asymétrique. Parce que vous allez constater une chose. Au sein de la MONUSCO, vous n'avez pas des éléments de pays ayant une expérience même de guerre. Vous n'avez pas les éléments de l'armée américaine. Vous n'avez pas les éléments de l'armée française. Vous n'avez pas des éléments de l'armée chinoise. Vous n'avez pas des éléments de l'armée russe. Les 5 pays membres du Conseil de sécurité n'y existent pas. On vous parle de la MONUSCO, une armée de toute la terre dont le contenu est complètement vide. On vous envoie Bangladesh, on vous envoie Sri Lanka, Philippines, alors que le Congo, rien que la RDC, est plus puissante en termes militaires que Bangladesh, que Philippines, que tous ces pays-là qui ne vivent, qui n'ont qu'une richesse, le tobacco. Vous comprenez? Et ça, c'est de l'insulte, ce qu'on a fait. Et c'est là que moi, je dénonce toujours que c'est de la mafia. Le président de la République devait comprendre ça. Oui. Et ceux qui sont dans le conseil, quand je parle de conseil de sécurité, c'est-à-dire que les éléments de sécurité de notre pays devaient ouvrir l'œil et le bon et donner des avis et considérations, de bons avis au président de la République pour voir, mais attendez, il n'a pas seulement évoqué la question du terrorisme, il a aussi évoqué les questions de Covid, les questions des Covid, même aussi la question de l'eau. Non, vous comprenez, la question de Covid, c'est un problème mondial, c'est une pandémie mondiale qui n'a rien à voir avec la question de l'eau et tout ce qu'il peut évoquer là. Mais je vous montre que si le président de la République était équipé avec les éléments dont je suis en train de vous parler ici, les Nations Unies allaient comprendre tout de suite qu'on les a décelés, que la mafia dont on parle, dont je suis en train de dénoncer ici, est déjà connue jusqu'au sommet de l'État. Donc le président, selon vous, est mal entouré. Bon, il n'a pas des éminences grises autour de lui, des érudits. L'impression que ça me donne en tant que citoyen. Quitte à ce que ceux qui entourent le chef de l'État puissent se convaincre à l'opinion congolaise que nous nous disons autre chose, mais le président dit autre chose. Mais ça, ce sont des cloches, je ne vois pas. Lorsque les citoyens congolais demandent le départ de la MONUSCO, c'est parce qu'ils voient que non seulement les contenus vides, comme je viens de le dire, mais il n'y a pas une seule volonté. Tenez, tout le pays membre du Conseil de sécurité
Et ce sont les pays qui peuvent s'attendre pour sécuriser l'est du pays via la MONUSCO, qui sont en train de renouveler chaque année. Ce sont les pays membres permanents. Mais comme nous savons qu'aucun Américain ne viendra verser le sang pour le Congo, qu'aucun Français ne viendra verser le sang pour le Congo, qu'aucun Chinois ne viendra verser le sang pour le Congo, qu'aucun Russe ne viendra verser le sang pour le Congo, et pourquoi pas, même les Européens. Ce sera un vœu pieux. Alors, maintenant, parlons maintenant de la question de l'état des sièges. On ne va pas s'éterniser pour parler du terrorisme. L'état du siège, le président aussi a évoqué la question de l'état du siège, M. Kitoko. Un mot là-dessus, est-ce que tant que la sécurité ne sera pas totale dans l'Est, l'état du siège sera permanent dans l'Est, dans 2 provinces de l'Est du pays, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu? Là, vous me rejoignez. Lorsque je dis que le président de la République, non seulement qu'il n'a pas été bien conseillé, mais ce que je venais de dire ici, écoutez, l'état de siège, c'est l'ultime recours. Oui. C'est le dernier recours. On n'y avait pas pensé avant. Mais attendez, l'état de siège, c'est la dernière carte rouge qui s'interroge. Si l'état de siège échoue, vous avez quel état encore après? Voilà ce qui se passe. Même ceux qui disent qu'il faut lever l'état de siège, et après, c'est quelle solution? Vous soutenez quoi? S'il vous plaît, vous soutenez quoi? Vous voyez, en termes de philosophie, de la vision que nous avons pour notre pays, pour en découdre avec l'insécurité à l'Est. On ne peut pas décréter l'état de siège pour l'enlever comme ça, sans pouvoir trouver une solution. C'est l'ultime recours. C'est quand même une décision salvatrice. C'est l'ultime recours. Oui. Mais si l'ultime recours échoue, il y aura quoi? Mais tant que le président l'a dit, tant qu'il n'y aura pas de paix, l'état de siège ne sera pas levé. Veut dire qu'on se rend compte qu'on peut laisser l'état de siège pendant 20 ans. Parce que cette situation de l'insécurité perdure. Oui. Et ça fait des années. Donc, vous voulez me dire ici que l'état de siège va rester pendant autant d'années qu'on veut? Non. C'est la philosophie que nous avons, c'est la vision que nous avons besoin pour en découdre avec le problème à l'Est du pays. Tel que je suis en train de l'énumérer là. 1. Il faut des unités spécialisées de la lutte contre le terrorisme et contre la guerre asymétrique. Et ça, ce n'est pas une armée régulière. Vous pouvez envoyer les chars de combat, les avions de combat et tous les moyens de bord. Mais comme ce n'est pas une guerre frontale, c'est une guerre contre le terrorisme, il faut des unités qui sont spécialisées en la matière. Et ces unités, on les forme. Tant qu'on n'arrive pas à former les unités qui sont les valeureux militaires congolais en la matière, nous allons toujours tourner en rond en pensant qu'il faut envoyer des armées au front pour aller voir où c'est tout. Avec l'armée au front, nous avons renversé l'M23, nous avons renversé beaucoup de rébellions au CNDP, on a renversé beaucoup de rébellions avec l'armée frontale. Mais ça, ce qui se passe là-bas, c'est des tueries la nuit. Mais là, il y a des méthodes appropriées. Il y a le matériel approprié. Et nous avons besoin d'une formation spécialisée. Ben voilà pourquoi il y a les États-Unis à nos portes, il y a le Kenya aussi, qui est un pays qui est très avancé par rapport à cette guerre. Mais malheureusement, les États-Unis à la porte, ils sont venus pour évaluer la force de nos militaires pour lutter contre ce combat. Et les États-Unis d'Amérique n'a jamais démontré sa capacité à lutter contre le terrorisme. Partout, les États-Unis ils sont passés au monde, en Irak et en Iran, en Afghanistan. L'Afghan n'en parle même pas, parce qu'on a vu ce qui vient de se passer, les débâcles, les terroristes qui récupèrent maintenant le pouvoir avec les talibans. Oui. Vous allez ici en Libye, ils ont laissé la Libye, vraiment les rings, l'espace où les terroristes ils vont s'entraîner. Les États-Unis d'Amérique, malgré sa force, a été fouetté par Ben Laden ou Oussama. Il ne suffit pas d'avoir une force adéquate, il suffit d'être formé, outillé comme tel, dans le cadre des renseignements militaires. Et la méthode en appropriée pour en découdre avec les terroristes, nuit comme les jours, avec le matériel adéquat. Là, nous pouvons les vaincre, parce qu'ils sont à nos portes. L'armée régulière, oui, c'est une bonne chose lorsqu'on commence à balayer le village. Oui. Vous savez, moi, j'étais à la place même du ministre de la Défense. Je peux vous dire que je peux même aller à un endroit où je dis que tous les villageois de les 48 heures sortent du village. Et je les identifie comme tels. Je bombarde par la suite. Non, mais attendez. Vous pouvez parler ainsi. Mais attendez. Oui. La question des terroristes à l'est du pays, c'est la question de vie ou de mort des Congolais. C'est la question de vie ou de mort. Vous savez combien on nous a tués à l'est du pays? 9 millions de Congolais. Il faut toujours utiliser la diplomatie. Il ne faut pas aller la diplomatie avec de la guerre frontale, mais la diplomatie vous employez des méthodes fortes là. Hein. La diplomatie avec qui? Sans méthode forte contre une guerre, le terrorisme fort,
nous n'allons pas trouver une solution. Vous pensez qu'on va reprocher au Congo d'avoir utilisé les méthodes fortes contre les terroristes, dont l'Occident n'a pas une solution, dont l'Occident refuse d'envoyer leurs fils pour aller combattre sur le terrain? Non. Nous devons prendre nos responsabilités avec des méthodes fortes pour éradiquer une fois pour toutes. Sinon, ce sera de deuil tout le temps et les drapeaux en berne de manière permanente. Et ça, ce n'est plus un pays viable qui se respecte. Et moi, je veux mon pays qui est debout et qui passe partout où le président de la République passe tête haute contre les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. On le combat. Merci beaucoup, M. Kitoko. Alors, on va aller un peu vite. Nous avons beaucoup pris la grande partie avec des questions sécuritaires. Parlons maintenant politique. Comment voyez-vous la scène politique congolaise aujourd'hui quand vous voyez principalement la question de la CENI, la désignation du président de la CENI continue à faire un blocage avec les deux confessions religieuses majeures, voulais-je dire, l'Église catholique et l'Église protestante. Moi, de toutes les façons, qui fait bloc par rapport à ces questions-là. Pour cette question, je suis tenté de vous dire qu'il faut voir avec les propositions de Martin Fayulu. Il faut voir avec. Quelle je ne peux pas. Non. Allez-y, citez la je ne proposition. peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que tout peut être examiné, sauf les propositions de Martin Fayulu Madidi. Jamais, même la sortie des crises politiques, les élus que nous avons envoyés au Parlement, ils sont incapables de s'asseoir pour dire examinons cette proposition. Et à chaque fois qu'il y a une proposition... Martin Fayulu est député national, Mouzitou aussi. Ils ont des députés là-bas à l'Assemblée nationale. J'ai dit ceci. Est-ce qu'ils ont proposé... En tant que patriotes, oui, comme toutes les méthodes sont épuisées, et qu'il y a maintenant, nous allons droit au mur, il faut être, je peux dire, humble pour commencer à accepter, à étudier aussi des propositions qui viennent de l'opposition. Quelle est cette proposition? Dites-nous, parlez-nous de cette Martin Fayulu m'a dit, proposé quoi? moi j'ai lu sa proposition. Son plan de sortie de crise? Il a mené le plan de sortie de crise. Ça n'a pas été examiné, ça n'a pas été accepté. On a rejeté du revers de la main. On a consulté tout le monde, sauf cette tendance-là. Et quelqu'un dira demain ou après-demain qu'il a refusé. J'ai mené les investigations. Autrement, non, il n'y a jamais eu le refus. Le refus, c'est de l'autre côté, de refuser, étudier, ne serait-ce que la question. Mais Martin parle de la dépolitisation, attendez, ça c'est deuxième phase. Mais la question a été déjà débattue à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il revendique quelque chose, moi je l'observe. Oui. À chaque fois qu'il revendique quelque chose, il émet des propositions connues, de manière matérielle. Vous pouvez les imprimer même sur le net. Mais c'est étonnant. Ça, c'est la sortie des crises. Deuxième chose, oui, lorsqu'il a parlé de la dépolitisation de la CENI, et c'est faisable. C'est faisable comment? Vous prenez l'ensemble de sociétés civiles et qu'on leur confie la gestion. On sait, hein, on connaît, c'est connu de tous, M. Kitoko, les sociétés civiles ici en RDC politisées, soit de la majorité, soit de l'opposition. Est-ce que, selon vous, il y a une société civile sérieuse à qui on peut confier la gestion de la CENI? Même s'il y a quand même la teinture politique qu'on peut leur coller, mais ça ne sera pas de la même intensité lorsqu'on vient d'une classe politique qui est bien identifiée. C'est différent. C'est différent. On peut dire que cette société civile a tendance à être dans l'opposition ou du pouvoir. Mais la coloration n'a pas la même intensité. Il y a moyen d'atténuer l'intensité de la couleur politique au sein de la CENI. C'est de leur droit de dire, bon voilà, chacun dans sa conscience peut aller voter tel ou tel. Parce que la seule structure connue ici dans ce pays qui ne vote pas, qui ne sont pas affiliés dans un parti politique, sont les militaires et la police. Bon, en dehors de ça, sur la question de l'organisation de l'accompagnement politique, on s'est dit, pour éviter, nous avons 500 partis politiques. Comment voulez-vous qu'un parti politique qui se dit au pouvoir, et c'est celui-là qui va envoyer, et les 500 autres qui peuvent être majoritaires demain, ça sera comment? Donc il faut éviter ça. Moi je dis simplement en analyste politique, en politologue de formation et en même temps en patriote, dire
Oui, ils peuvent avoir des tendances politiques, mais l'intensité de la couleur qu'on peut leur coller n'est pas la même chose que lorsqu'on vient de l'UDPS, du PPRD ou de l'AMUCA. Alors, C'est différent. la manière dont les choses se déroulent, mais actuellement, on est parti pour ne pas avoir des élections en 2023 parce qu'il y a blocage, les confessions religieuses ne parviennent pas à désigner quelqu'un. Ça, ce sont des signaux. Mais je vous dis tout de suite que les confessions religieuses, vous parlez que de confessions religieuses, mais aussi, il y a aussi les acteurs politiques de notre pays. Mais c'est la tête d'abord. On doit d'abord donner la tête. On n'investit pas la tête. On n'investit pas la tête. On investit toute une équipe. C'est un bureau qui sera investi. C'est un bureau connu qui va remplacer un autre bureau connu. Les gens s'acharnent sur un citoyen. Kadima ou rien. C'est comme si 90 millions de Congolais que nous sommes, il n'y a personne qui... Vous voyez, nous renversons la donne et nous rendons des gens indispensables. Mais Kadima n'est-il pas un Congolais? S'il vous plaît. Oui. C'est un Congolais. Ah, bien entendu. Mais je suis persuadé qu'il y a des millions de Congolais qui sont plus que Kadima. Des millions, je vous dis. Alors chacun était porté par sa plateforme. On ne peut pas venir dire aux Congolais... Oui, l'Église catholique avait son candidat, la protestante avait son candidat. D'autres églises aussi, l'Église des réveils. Mais le choix était porté sur Kadima. D'autres églises... En quoi ça dérange? Attendez. D'autres églises, revenons parce que même au niveau de la composition de la Cinco, d'autres églises sont connues. Il y a certaines églises qui n'ont des sièges qu'ici à Kinshasa. Et c'est facile... Si nous voulons distiller de la conscience politique, de la conscience des citoyens congolais, la démagogie, cette démagogie ne va pas rattraper les Congolais, ça va rattraper les acteurs politiques. Et demain, ce sera un désordre. Nous sommes en train d'orchestrer nous-mêmes un désordre à venir, en implantant la démagogie de manière permanente et en amont. Et en aval, ce sera que les résultats. Nous savons trop bien, et très bien dans ce pays, que l'Église catholique est quand même largement supérieure aux autres confessions qu'on commence à les coller, sur confession, contre alors ça une. Fait d'elle... Et nous savons très bien que parmi ces églises-là, on connaît même les animateurs de ces églises. Mais l'Église catholique n'a qu'une voix. La protestante n'a qu'une voix. C'est ça que... C'est ça. C'était pourquoi persister dans une démocratie dont nous savons déjà que c'est biaisé avec une démagogie à l'intérieur? Pourquoi persister? Parce que demain, vous saurez que c'est les dégâts. Tenez, le président, le feu Etienne Tshisekedi, Wamulumba, paix à son âme, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? Son fils qui est au pouvoir aujourd'hui, il avait dit quoi quand il était dans l'opposition? L'Église catholique, quand même, c'est une structure qui est très bien implantée. L'Église catholique a bien dit que c'est le président Tshisekedi qui a gagné. Il s'appuyait sur l'Église catholique. Est-ce qu'il s'est appuyé sur les églises de réveil? Pas du tout. La même chose, vous voyez, Martin Fayoul m'a dit, il dit quoi? L'Église catholique avait... Alors, vous ne pouvez pas à chaque fois, lorsque vous voulez vous défendre sur un point bien déterminé, vous êtes en difficulté, vous utilisez l'Église catholique, et maintenant l'Église catholique vous dit, voici les chemins à suivre, au non, vous êtes contre, va vous confronter avec les autres pour que vous soyez minoritaire par rapport à ça. Alors, arrêtons avec la démagogie. Vous proposez quoi pour que la situation soit décantée? Moi, je vous dis ceci. Écoutez, sur cette question de arrêtons d'être les avocats des églises qui sont en difficulté contre les catholiques. Arrêtons. Parce que ce sont les politiciens qui viennent sur le plateau de la télévision pour commencer à défendre ces principes-là. Ouais, ils sont vous êtes à 2, eux, ils sont à 6, si on va jouer les jeux de la démocratie. Ce sont les politiciens qui se portent en lieu et place des avocats des autres là. Ils sont en difficulté, ils sont en difficulté. Parce qu'ils savent trop bien que dans la conscience, ils ne peuvent pas égaler l'Église catholique. Bon, à l'allure où vont les choses, on ne peut plus reculer. Hein. Je crois que le nom est déjà sur la table de M. Mbosso. Monsieur le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il y aura une plénière qui sera organisée. Il y a une plénière. Vous savez ce que Mbosso est en train de faire? Mbosso, vous le trouvez en Kaluka. Mbosso, vous le trouvez en train de faire des meetings. Mbosso, on ne sait pas. Son travail, au lieu de travailler dans l'hémicycle, là, avec le Parlement, sur les questions de loi ou de propositions de loi, voire même le projet de loi à proposer, Mbosso est dans la rue. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Est-ce qu'il est interdit à un président de l'Assemblée nationale? C'est un acteur politique majeur. Je ne parle pas de l'interdiction. Est-ce qu'il est interdit d'organiser un meeting pour battre le rappel de ses troupes? Mbosso, au lieu d'étudier, de se focaliser sur le texte établi par rapport à ça, il est à Kanluka. Kanluka. Il va dire quoi aux habitants de Kanluka, Mbosso? Si ce n'est pas faire le matu-vu. Mbosso, vous le trouvez à Tchangou. Il va dire quoi à Tchangou? Si c'est opposer la population, certains adeptes contre les autres leaders politiques. Voilà ce que Mbosso est en train de faire.
Mbosso, au lieu de regarder ce qui gangrène le pays sur la question sociale du pays, le budget irréaliste. Et d'ailleurs, Mbosso devait être le premier à interpeller le Premier ministre en exercice. Parce que le Parlement ici a validé le gouvernement des Warriors avec un budget de combien? 12,5 milliards. Et maintenant, il y a la reddition, il revient avec la question des 10 milliards. Attends, dans un pays sérieux, il est viré, le Premier ministre. Parce que sur base de quoi il a été validé? Sur base de 12 milliards et 5. Aujourd'hui, il ramène 10 milliards. C'est mensonge. 2 milliards ont sauté. C'est la démagogie. Mais il y a le contexte de la pandémie il y a le contexte économique mondial qui est en récession. Il savait tout ça parce que quand il a été validé, c'était sous la pandémie. C'était sous la pandémie. Il n'a pas de prétexte à donner. 2 milliards se volatilisent. Il devait être interpellé. Alors revenons sur la question de la s'il vous plaît, il devait être interpellé. Et ça, c'est le travail de Mbosso pour recadrer les choses. Voilà. Mbosso, aujourd'hui, a beaucoup de choses à faire, mais il n'est pas un exemple, s'il vous plaît. Moi, je le dis en patriote, hein, et j'assume mes propos. Donc, vous pouvez me parler des autres questions préalables à la problématique des élections à venir, mais en tout cas, les signaux que renvoie Mbosso ne sont pas des signaux à favoriser les élections tant entendues. Et c'est là, à cause des signaux, que cela dit, une classe politique dit qu'il y aura un glissement. Vous préconisez qu'il y ait dialogue, que tout le monde se met, sur la table de négociation pour parler de ces questions, ou bien vous... Le dialogue, ce n'est pas M. Michel Kitoko, analyste politique, responsable de la dynamique politique Pessa Fongola Mboka, ou leader des patriotes congolais, qui va décréter. Ce n'est pas moi qui décrète. C'est celui-là à qui on a voulu qu'il soit le représentant de tous les Congolais, qui doit comprendre qu'il est le président de tous bords, n'est pas d'un camp, n'est pas de ceux-là qui chantent à l'imiter, n'est pas de ceux-là qui chantent quelque part, mais il est le président de ceux qui l'aiment et ceux qui contestent contre son pouvoir. Alors le président a dit que tout le monde, nous allons aux élections en 2020. En 2021, il y aura élection. Préparez-vous. Ce n'est qu'un vœu. Préparez-vous. Chaque président, si vous voulez, chaque président de la République ici dans ce pays a toujours dit ça. Chaque président, qu'il y aura des élections. Même Maréchal Mobutu, à la conférence nationale souveraine, il avait dit l'année prochaine, c'est les élections. Il a fait 7 ans de parcours de transition. Vous préconisez le dialogue, le glissement, mais lui, le président dit, préparez-vous, en 2023, il y aura élection. C'est ça qu'il dit, il n'a pas autre chose à dire que ça. Et à la fin, lorsque le pays sera au mur, il sera le premier à dire, ce n'est pas moi qui organise les élections, c'est la CENI. Il va dire ça. Et lorsqu'il va dire ça, les militaires vont dire, oui, Joseph Kabila Kabange, lui aussi, il a fait ça. Ok. Vous veut dire quoi? Ils combattent Kabila, mais ils prennent Kabila comme référence. C'est ça la démagogie. Moi, j'aimerais une société juste à laquelle chaque citoyen, là où il est tel qu'il a une prise de conscience sur ce que nous voulons de notre patrie, sur ce que nous voulons de l'évolution du Congo. Et non pas une démagogie permanente. Vous combattez quelqu'un, vous le prenez pour une référence, et là, on ne sait pas dans quelle sphère on doit pouvoir évoluer par rapport à l'orientation politique de ce que nous voulons. Or, les signaux qui sont envoyés montrent bel et bien que le pays va droit au mur. Ça veut dire que les élections tant attendues en 2023 sont hypothétiques. Alors, très bien. Merci, M. Kitoko. Nous terminons carrément cette émission sur cette question de la loi Tchani. Vous soutenez la loi Tchani? Vous savez, cette loi sur la congolité. Quelle est votre lecture? J'ai suivi. Parce que cette loi a été déboutée à l'Assemblée nationale pour cette session de mars. Elle n'a pas été alignée. Je crois que c'est mis dans le placard. C'est mis dans le placard. Mais ce qui est curieux, c'est que M. Tchani, M. Noël Tchani, lui, il est l'initiateur de la loi, mais il l'a fait porter à quelqu'un d'autre. C'est le député Tsing Pouloulou. Maintenant, ce n'est pas Tsing qui s'époumonne pour défendre. C'est lui, Tchani, qui continue. Je l'ai suivi à Top Congo. Je me dis, mais attendez, à quoi ça les concerne encore? Parce qu'on connaît qu'il y a un député qui doit pouvoir défendre cela. On n'attend plus Tsing. Il a déjà remis la loi entre les mains d'un député qui doit pouvoir porter. Attends, mais est-ce qu'il ne peut pas en parler? Tsing Pouloulou n'est pas son boy. Ce n'est pas quelqu'un qui lui l'a embauché dans son cabinet. C'est un élu du peuple congolais. Il doit pouvoir le respecter. Il a initié quelque chose, il a remis entre les mains d'un élu qui le respecte. Que c'est celui-là en âme et conscience ose aller défendre cette loi. Vous savez, lorsque cette loi a été initiée, je pense qu'il a été initié dans les officines, quelque part,
Pour barrer la route à certains Congolais. Ils ont voulu barrer, mais ils ont mal appliqué. Vous savez, lorsque vous parlez de la question de père et de mère... Même le président lui-même n'est pas d'accord avec ça, hein. Ça c'est clair. Non, mais attendez, il ne va pas être d'accord avec ça, mais il devait les dénoncer en amont. Je vais vous donner un exemple simple de syllogisme. Un Américain qui veut prendre la nationalité congolaise, son droit, peut prendre la nationalité congolaise. Une Française qui vient prendre la nationalité congolaise, peut prendre la nationalité congolaise. Les deux ne sont pas de père et de mère. Mais si le hasard fait que les deux se marient au Congo, ils font un enfant blonde, s'il vous plaît. Cet enfant est congolais de père et de mère. Et ce blonde congolais français ou américain né au Congo a le droit de postuler comme président de la République. Mais vous, parce que votre épouse serait d'origine camerounaise, l'enfant né au Congo, grandi au Congo, n'a pas les mêmes droits les textes français, les textes américains ne sont pas adaptés à nos réalités, monsieur. Deux étrangers qui vont mettre un enfant ici au Congo, parce que les deux étrangers ont pris la nationalité congolaise par naturalisation, cet enfant est congolais de père et de mère. Vous comprenez le danger? Oui. Ce n'est pas le mot de père et de mère que lui, l'autre là, devait défendre. S'il consultait les politologues ou les sociologues, on allait lui demander de parler de Congolais de souche, plutôt que de père et de mère. Et voilà l'essence cavalier que lui a voulu faire contre des dirigeants X, et cela a mené là où il se retrouve aujourd'hui, au pied des murs. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, cessons avec les démagogies. Nous ne pouvons pas utiliser les outils, les structures de l'État à des fins privées. Juste pour en découdre avec telle ou telle personne, j'utilise le moyen de l'État, s'il vous plaît, pour en finir. Parce que demain après-demain, ça va nous rattraper et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que c'est tout le pays, c'est l'image du pays, c'est les signaux que nous envoyons au niveau interne comme au niveau externe de l'honneur du pays ou des honneurs du pays. Merci beaucoup, monsieur Kitoko. Peut-être un dernier mot pour terminer, pour conclure cette émission. Un dernier mot, je rappelle toujours que les citoyens congolais, c'est un conseil que moi je donne, un conseil citoyen, de continuer toujours à croire que le peuple demeure toujours le souverain primaire et que c'est le seul peuple qui décide sur son avenir. Il est hors de question qu'un acteur politique, quel que soit son bord, du pouvoir comme de l'opposition, vienne s'accaparer de pouvoir qui revient au souverain primaire ou le manipuler comme tel. Et nous devons être conséquents. Quand nous envoyons quelqu'un diriger, prendre la direction du pays, nous devons le surveiller. Sur la surveillance n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose. Parce que c'est nous qui décidons qui doit gouverner et qui ne doit pas gouverner. Voilà mon dernier mot. Et je pense que les émissions prochaines, si vous m'invitez, on aura à déballer encore d'autres choses sur le même chapitre de l'élan concernant le pouvoir qui appartient au souverain primaire. Merci beaucoup, monsieur Michel Kitoko, pour toutes ces analyses, tous ces éclairages, ces éclaircissements par rapport à votre structure, par rapport à l'actualité politique de l'heure ici en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, très chers téléspectateurs qui avez suivi cette émission. Je rappelle, j'avais reçu pour vous monsieur Michel Kitoko, politologue de formation, leader du Club des Patriotes Congolais, initiateur de la dynamique politique Pesa Fongola Yamboka. Avec lui, nous avons partagé des moments très forts au sujet de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Je vous dis, restez toujours branchés sur nos antennes. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.